Signe ça ou tu ne travailleras plus jamais dans cette ville. Mon père a murmuré ces mots en me marchant sur la main ensanglantée. Quelques instants auparavant, il m'avait donné un coup de poing au visage devant une vingtaine d'investisseurs parce que j'avais refusé de signer un document, reprenant à mon compte 850 000 $ de dette de mon frère. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas signé. Je me suis simplement relevé, j'ai essuyé le sang sur son tapis de marque et je suis sorti. Avant de vous raconter comment je l'ai fait incarcérer 72 heures plus tard, dites-moi en commentaire, quelle est la chose que vous avez faite pour votre famille et que vous regrettez aujourd'hui? J'ai lu tous les témoignages. Je ne suis pas allée à l'hôpital. Je suis rentrée directement à mon appartement, j'ai fermé la porte à clé et je suis allée au lavabo. Le visage qui me fixait était enflé. Un bleu violacé était déjà apparu sur ma pommette, là où la bague de mon père avait accroché ma peau. J'ai nettoyé la coupure à ma main avec de l'alcool à friction, en regardant le sang s'écouler dans la bonde. Ça piquait, mais la douleur était comme un électrochoc. Cela m'a rappelé que j'étais toujours là. Je m'appelle Annabelle. J'ai 29 ans et je suis directrice des opérations dans une entreprise de logistique. Mon travail consiste à identifier les dysfonctionnements, à repérer les fuites et à les réparer. Je ne m'attarde pas sur les détails insignifiants. J'en calcule le coût et je licencie la personne responsable. Mais pendant des années, je n'ai pas vu le problème sous mes yeux. Mes parents, Anthony et Bella, ne me détestaient pas. La haine aurait été plus simple. La haine sous-entend la passion. Non, ils me considéraient comme un outil. J'étais le bouclier humain de la famille, leur argent facile à dépenser. Et mon frère Austin, c'était le produit que nous étions tous obligés d'acheter. Assise sur mon canapé, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Ma main me faisait mal, mais j'étais glaciale. Je devais comprendre pourquoi ce soir était arrivé. Anthony avait toujours été agressif, mais la violence en public était nouvelle. C'était un homme qui se souciait plus de son image que de son âme. Frapper sa fille devant 20 investisseurs potentiels n'était pas seulement cruel. C'était du suicide pour son entreprise. À moins qu'il ne soit déjà mort. J'ai commencé à enquêter. Pas besoin de pirater quoi que ce soit. Il me suffisait de me souvenir. Je me suis souvenu qu'il y a 3 ans, quand Austin a eu 25 ans, il voulait un SUV de luxe, quelque chose de tapax en grave-l'œil pour se constituer un réseau. Anthony n'avait pas l'argent, alors il a falsifié ma signature sur un contrat de cautionnement. Je l'ai découvert quand la banque m'a appelé pour un retard de paiement. Quand je les ai confrontés, ma mère a pleuré et m'a dit que j'étais égoïste, qu'Austin avait besoin de paraître riche pour réussir. J'ai payé les arriérés pour préserver ma cote de crédit. Ils appelaient ça de l'amour. Je comprends maintenant que ce n'était que le premier versement d'un vol. Pendant qu'Austin jouait au PDG avec de l'argent qu'il n'avait pas gagné, je cumulais 3 emplois pour financer mes études, car mon épargne étudiante avait mystérieusement disparu lors d'une crise boursière. Du moins, c'est ce qu'Anthony m'avait dit. J'ai regardé le tableau que j'étais en train de créer. Les calculs étaient effrayants. Le départ précipité des investisseurs ce soir-là n'a pas seulement blessé l'orgueil d'Anthony. Ça lui a coupé les vivres. Il n'essayait pas de me forcer à signer ce document de dette par cupidité. Il le faisait parce qu'il était insolvable. Il avait dépensé tout son argent, la retraite de ma mère et apparemment mon avenir pour tenter de faire d'Austin une réalité. Il était dos au mur. Il savait que sans cette signature, sans que j'accepte la responsabilité des 850 000 $ qu'il avait dilapidés, le fisc et les banques s'en prendraient à lui. Il m'a frappé parce qu'il était terrifié. Mais en voyant l'ecchymose s'assombrir dans le miroir, j'ai compris quelque chose. Il aurait dû avoir plus peur de moi. Il pensait m'avoir brisé dans cette salle de bal. Il ne se rendait pas compte qu'il venait de donner à la directrice des opérations toute la motivation nécessaire pour lancer l'audit final. Mon téléphone a sonné, déchirant le silence de mon appartement. C'était Bella. Pendant une fraction de seconde, une part naïve de moi, la petite fille qui voulait encore que sa mère la protège, a cru qu'elle appelait pour prendre de mes nouvelles. Peut-être voulait-elle savoir si j'avais besoin de points de suture. Peut-être voulait-elle s'excuser d'être restée là, figée, pendant que son mari m'agressait. J'ai répondu, « Maman, Annabelle, qu'as-tu fait ?» Sa voix n'était pas empreinte d'inquiétude. Elle était saturée de panique. « Tu as ruiné le lancement. Les investisseurs sont partis. Ton père fait les 100 pas dans le salon, disant qu'il va perdre la maison. Tu dois revenir. »
Tu dois arranger ça. Je suis restée assise là, le téléphone froid plaqué contre mon oreille meurtrie. Il m'a frappé. Maman. Il m'a marché sur la main. Il était stressé. Elle a hurlé. Tu l'as provoqué. Tu sais à quel point il est sous pression. Reviens, signe les papiers, et on pourra en finir. Tu veux nous voir à la rue? C'est ce que tu veux? Je l'entendais sangloter à l'autre bout du fil. Et pour la première fois en 29 ans, je l'ai vu clairement. On aime se dire que le parent silencieux est aussi une victime. On se dit qu'il a tout autant peur, qu'il est tout aussi piégé. Mais c'est un mensonge qu'on se raconte pour survivre. Ma mère n'était pas une victime. Elle était la conductrice du véhicule de fuite. Elle a assisté au vol pendant des décennies. Et parce qu'elle vivait dans une grande maison et portait de beaux vêtements payés grâce à mon avenir volé, elle est restée silencieuse. Son silence n'était pas de la peur. C'était un échange. Elle était prête à troquer ma sécurité contre son confort. Elle n'appelait pas pour me sauver. Elle appelait pour me ramener dans la ligne de mire afin de ne pas avoir à recevoir la balle. Je ne reviendrai pas, ai-je dit. Ma voix était assurée, à ma propre surprise. Et dis à Anthony que s'il s'approche de mon appartement, j'appelle la police. Espèce d'ingrat. J'ai raccroché. Puis j'ai éteint mon téléphone. Je devais constater les dégâts. Je devais savoir exactement ce qu'ils essayaient de cacher. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connectée au portail en ligne du fonds familial. Ma grand-mère nous l'avait légué, à Austin et moi, pour que nous y ayons accès à nos 25 ans. J'en avais 29. Je n'y avais jamais touché parce qu'Anthony insistait sur la volatilité du marché et qu'il le gérait pour une croissance maximale. J'ai saisi mon ancien mot de passe. Accès refusé. Bien sûr, il m'avait bloqué. Il se croyait malin. Mais les narcissiques ont un défaut fatal. Ils sont prévisibles. Ils croient tellement à leur propre légende qu'ils en oublient l'existence des autres. J'ai cliqué sur « Mot de passe oublié ». La question de sécurité est apparue à l'écran. Ce n'était pas une question du genre « Quel est le nom de jeune fille de votre mère ?» ou « Quel était votre premier animal de compagnie ?» C'était une question personnalisée qu'Anthony avait dû configurer il y a des années, probablement en sirotant son whisky hors de prix. La question était « Qui est l'avenir de cette famille ?» Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas tapé mon nom. J'ai tapé Austin. L'écran s'est chargé. Accès autorisé. J'ai failli rire. C'était morbide, tordu et hilarant. Leur arrogance était leur rempart, et il était fragile comme du papier. Ils étaient tellement obsédés par leur enfant chéri qu'ils en avaient fait la clé du coffre-fort. Mais mon rire s'est éteint dès que le tableau de bord s'est affiché. Le solde n'était pas seulement bas. Il n'était pas simplement entamé. C'était un cimetière. Je fixais l'écran, la lumière bleue se reflétant dans mes yeux comme un signal d'alarme. Les comptes ne mentaient pas. Les chiffres ne font pas de favoritisme. Ces 5 dernières années, mon père n'avait pas seulement géré le fonds fiduciaire. Il l'avait vidé de sa substance. J'ai parcouru l'historique des transactions, et c'était comme lire le journal intime des échecs de mon frère. Payé avec mon héritage. 12 mars, 45 000 $. Virement à Prestige Auto. C'était le Range Rover d'Austin. 4 août, 120 000 $ d'honoraires de conseil à Alvel Solutions LLC. J'ai vérifié l'immatriculation de la SARL. L'agent enregistré était Austin Hargrove. L'adresse était celle de son appartement de célibataire. Ils ne m'avaient pas seulement demandé de contracter une dette ce soir-là. Ils essayaient de me faire signer un contrat de prêt rétroactif pour dissimuler le fait qu'ils m'avaient déjà volé 850 000 $. Ils avaient besoin de ces preuves car, à en juger par la multiplication des retraits récents, ils faisaient l'objet d'un audit. Une rage froide s'est emparée de ma poitrine. Ce n'était pas la colère brûlante et larmoyante d'une fille trahie. C'était la fureur glaciale et clinique d'un auditeur qui vient de découvrir l'anomalie qui va faire couler l'entreprise. Et puis je l'ai vu, la preuve irréfutable. Tout en bas du tableau de bord, une transaction programmée. Date d'échéance, vendredi. Montant restant, montant manquant. Destination, destination manquante. Code Swift manquant. Routage, île Caïman.
Ils ne se contentaient pas d'effacer leurs traces. Ils empochaient tout. Anthony comptait vider le compte qui m'appartenait légalement et transférer l'argent à l'étranger avant que les investisseurs de la soirée ne puissent le poursuivre pour fraude. J'ai regardé l'heure. Il était 2 heures du matin. Si j'allais à la police maintenant, ils me diraient que c'est une affaire civile. Ils me diraient « Prenez un avocat ». Et au moment où une assignation serait émise, l'argent serait aux Caraïbes, et Anthony prétendrait qu'il s'agit de frais de gestion. Je devais bloquer ce transfert. Pour cela, il me fallait faire passer cette dispute familiale pour un crime fédéral en moins de 48 heures. J'ai pris mon téléphone et composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 2 ans. Annabelle. La voix à l'autre bout du fil était rauque de sommeil. Il est 3 heures du matin. Je sais. Marcus. Je suis désolé. Marcus était un expert comptable judiciaire avec qui j'avais travaillé sur une fusion logistique il y a des années. Nous avions sympathisé grâce à notre aversion commune pour la comptabilité bâclée. J'ai besoin d'un service et d'un contact au bureau du procureur, à la brigade des affaires financières. Qu'avez-vous trouvé ? demanda-t-il, la fatigue s'échappant de sa voix. Il savait que je n'appellerais que si l'immeuble était en feu. Fraude par virement bancaire, détournement de fonds, dissipation imminente d'actifs, dis-je, les yeux rivés sur ce transfert en cours. J'ai les relevés. J'ai les enregistrements des sociétés écrans, mais le suspect transfère les actifs à l'étranger ce vendredi. Il me faut un gel immédiat et une opération d'infiltration. Qui est la cible ? J'ai pris une grande inspiration. C'était le moment. Une fois son nom prononcé, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je ne dénonçais pas un criminel. J'enterrais mon père. Anthony Hargrove. J'ai dit, mon père. Marcus est resté silencieux un instant. Puis il a dit, je m'en occupe. Envoie-moi tout. J'ai appuyé sur envoyer. Aucun remords, juste de la précision. Anthony pensait bluffer une fille naïve. Il ne se rendait pas compte qu'il jouait contre le système. Vendredi matin, Anthony et Austin sont entrés d'un pas assuré dans un gratte-ciel du centre-ville, vêtus de costumes hors de prix, affichant une confiance en soi qui se liquéfiait. Je les ai rejoints dans le hall, les mains encore bandées, les bleus dissimulés. Anthony y a à peine jeté un coup d'œil. Il m'a juste adressé un hochement de tête sec, comme si je m'étais enfin bien comporté. À l'étage, la salle de réunion criait « Pouvoir, vue imprenable sur la ville, table en acajou, 2 investisseurs impassibles en costume gris. » J'ai présenté mon père et mon frère comme les fondateurs. Anthony fit glisser un dossier comme un tricheur chevronné et se vanta, avec un charme naturel, d'avoir près d'1 million de dollars de réserve de liquidité grâce à des déclarations falsifiées. L'investisseur principal ne parut pas impressionné. Il lui tendit calmement une seule page, un formulaire d'attestation de patrimoine, une exigence fédérale. Il y était stipulé, sous peine de parjure, que les fonds déclarés leur appartenaient légalement, avaient été obtenus légalement et étaient exempts de privilèges ou de vol. C'était le moment crucial. Si Anthony hésitait, le piège pouvait vaciller. Il n'hésita pas. Les narcissiques ne voient pas les pièges. Il rit, signa sans lire et tendit le stylo à Austin. Austin sourit en coin et signa à son tour. L'encre fraîche, le crime accompli. Anthony attendait les poignées de main et les 5 millions de dollars. Au lieu de cela, l'investisseur ouvrit un portefeuille en cuir et le laissa tomber sur la table. Un badge doré brilla sous les projecteurs. Anthony et Austin Hargrove, dit-il d'une voix sèche. Agent spécial Miller, FBI, crime en col blanc. Anthony se figea. Austin émit un son étranglé. Miller lut les accusations comme un reçu. Fraude bancaire, fraude par virement, usurpation d'identité aggravée, complot en vue de détourner des fonds. Les portes s'ouvrirent. 4 agents en uniforme entrèrent d'un pas calme et assuré. Austin chercha une sortie. Elle était déjà bloquée. Anthony balbutia qu'il s'agissait d'un malentendu, que je l'avais piégé. Miller le coupa. J'avais fourni l'audit médico-légal du fonds fiduciaire qu'il avait vidé. Les relevés de la société écran et l'information concernant le transfert d'argent volé à l'étranger. Puis Miller tapota le formulaire d'attestation. Cette signature prouvait qu'ils avaient sciemment menti pour obtenir des fonds. Le coup de grâce. Anthony me regarda, dépouillé de toute arrogance, réduit à la peur.
Annabelle, murmura-t-il. Je suis ton père. Je me levai, lissai mon blazer et croisai son regard. Tu n'as pas signé un accord, papa. Tu as signé des aveux. Cette signature vaut 20 ans. Les menottes claquèrent. L'homme qui m'avait frappé 3 jours plus tôt s'affaissa, vaincu. Austin sanglota, blâmant tout le monde sauf lui-même. Dans le hall, la scène se transforma en un brouhaha, des chuchotements qui pourtant me semblaient silencieux. Anthony fut emmené, la tête baissée, le costume froissé. Austin suivit, toujours en pleurs. Puis ma mère, Bella, attendait de bonnes nouvelles. Elle ne se précipita pas vers eux. Elle hurla devant ce spectacle. Pas ici. Emmenez-les par derrière. Que vont penser les voisins? Même à cet instant, elle se souciait plus du public que du désastre. Elle m'aperçut et se jeta sur moi, le venin dans le visage, hurlant que je les avais détruits. Je ne m'arrêtai pas. Je la dépassai, talons assurés, à travers les portes tournantes, pour respirer l'air pur de la ville. Le bruit de la rue, les klaxons, les sirènes, les bavardages, sonnaient comme une musique. Je sortis mon téléphone. Maman, bloque. Papa, supprime. Austin, supprime. Pas de danse de la victoire, juste un soulagement immense. La maison serait saisie, les comptes gelés, les parasites enfermés dans les conséquences qu'ils avaient eux-mêmes engendrées. Je pris le métro pour rentrer à mon petit appartement. Mon travail, ma vie. Avant, je pensais que la vengeance, c'était les faire payer. Maintenant, je sais que c'est plus simple. Je refuse de payer pour eux à nouveau. Je suis libre. Si vous avez déjà dû devenir le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre pour survivre, laissez un commentaire avec le mot « survivant ». Partagez ceci si vous croyez que la liberté mérite d'être combattue.